Shannon Neufeld. Je suis membre des relations, des coordinatrices à Kairos, un des groupes qui subventionne ou parraine cette activité, et je fais partie des comités de coordination. Comme j'ai dit à quelques reprises, nous vous invitons tous et toutes de vous présenter dans la boîte chat votre nom, votre lien religieux ou votre relation avec l'ensemble, le territoire où vous vous trouvez et votre ville. Ça fait partie de notre reconnaissance territoriale ce soir. Quelques points techniques en commençant. L'interprétation disponible en français et en anglais, et nous allons utiliser ces deux langues. Si vous voulez avoir l'interprétation, regardez en bas de votre écran et c'est marqué interprétation, cliquez et choisissez votre langue. Remarquez que si vous éliminez le son original, eh bien, tous les autres sons, à part du trait de l'interprète, seront coupés. Vous n'entendrez pas quand quelqu'un va parler dans votre propre langue. Donc, alors vous pouvez allumer ou éteindre cet outil ou garder le son original qui va changer. Cette session est enregistrée, va être disponible sur le site web pour l'amour de la création. Alors, c'est formidable de voir tant de territoires divers qui sont ici, dans le pays que nous appelons le Canada. Et nous vivons et nous demeurons sur une terre qui a été prise en charge par les Autochtones depuis des temps anciens. Et je veux reconnaître que je suis le territoire de Huron-Wendat, Seneca et Mississauga de la rivière Crédit. Ce territoire sur lequel je vis avait la convention de la ceinture Wampum et avec des nations alliées pour partager le soin de la terre que nous avons autour des Grands Lacs. Nous nommons tous ces différents groupes, ces territoires, ces traités comme une étape pour souligner notre engagement à la réconciliation avec des relations justes entre nous. Maintenant, je voudrais vous présenter le révérend Amanda Curry dans l'église à Regina, modératrice de l'église presbytérienne au Canada. Je vous demande de vous retenir, de ne pas travailler dans la boîte chat pendant que nous écoutons la prière. Bonsoir mes amis. Nous vous remercions d'être ici ce soir. Je vais commencer avec une lecture de Living Faith, une déclaration de l'Église presbytérienne au Canada, où nous parlons de notre soin pour la terre. Et je vais ensuite faire une prière, une confession écrite par Jen Orchard, partagée du site web des méthodistes. Notre soin pour le monde, même si la vie vient de Dieu, la vie humaine dépend du monde créé. Notre soin de la terre doit refléter le soin que Dieu lui accorde. Nous ne sommes pas des propriétaires, nous sommes des intendants de la terre, et préoccupés par le bien-être de toute la vie. Nous remarquons, nous reconnaissons les intuitions de tout le monde des croyants. Notre intendance nous appelle à explorer des façons d'aimer et d'être juste dans le respect de la création et surtout dans l'utilisation responsable que nous avons pour le bien commun. Prions. Pardonne-nous, Dieu, parce que nous avons pris ta création pour acquis. Tu nous as donné le droit à la terre et tu nous as donné ce qui est excellent et nous avons gaspillé ces ressources, nous avons distribué ces ressources d'une façon malhonnête. Nous avons
vandaliser le bien que nous avons donné. Pardonne-nous, Seigneur, que nous ayons pris ton royaume pour acquis. Tu nous as donné les semences de la foi, les fruits de l'esprit, et nous avons mal utilisé ces ressources. Nous avons rarement présenté ce qu'il fallait et nous avons ignoré. Merci, Seigneur, que tu sois plus fort que notre destruction, plus grand que nos moyens, que tu nous donnes un nouveau départ, une deuxième chance. Conquiers-nous par ton amour de résurrection. Invite-nous à faire des changements si nécessaire dans la conquête de nos propres limites et de nos propres institutions. Aide-nous vers aller vers une nouvelle vie de paix, justice et intégrité. Que ton Esprit Saint guide cette rencontre ce soir et que tout ce que nous faisions, que nous entendons, que nous faisions, puisse informer, inspirer, interpeller et nous montrer comment nous pouvons prendre soin de ta création. Amen. Thank you. Merci. And now for those Maintenant, who are new to pour les gens qui ne connaissent pas pour l'amour de la création, je vais vous présenter ce que nous sommes. Pour l'amour de la création, c'est une initiative nationale qui unit sous une même bannière des communautés de foi, des organisations religieuses canadiennes pour une mobilisation nationale de réflexion, d'éducation, d'action et de plaidoyer pour la justice climatique. Nous nous réunissons comme gens de foi, espérant contribuer quelque chose dans les prochaines décennies pour avoir un avenir durable pour toute la vie sur la planète. Des groupes de foi et organisations de foi ont une longue histoire de travail dans la conservation écologique et dans l'activisme écologique et dans le plaidoyer pour la juste distribution. L'initiative pour l'amour de la création a été lancée au mois de mai de la façon suivante, sur le jour de la Terre. Nous voulons travailler ensemble de façon qui soit basée sur la foi et axée sur la foi, sur la théologie, qui reconnaissons l'autodétermination des Autochtones, qui écoutent et que nous sommes en partenariat avec tout ce qu'il faut. Ce sont nos points de repère. Il y a 32 commanditaires à date. On espère en avoir d'autres au niveau de la diversité et au niveau des chiffres. Mais vous pouvez trouver cette liste sur le site web pour l'amour de la création.ca. Et ça va être présenté comme diapo à la fin de la soirée. Avant d'entreprendre notre échange sur le plaidoyer pour le climat, j'aimerais prendre un instantané, autre que cette liste, instantané de notre collaboration. Nous voudrions prendre une photo de chacune de vous. Et je voudrais ne plus être au centre, de plus que je puisse voir tout le monde sur l'écran. Alors, nous voudrions voir chacune de vous sur l'écran. Ça a pris. Bon, il y a tant de gens que je vois 11 écrans. Peut-être que pas chaque écran a des gens avec des caméras allumées. Si c'est possible, je vous invite à allumer votre vidéo pour quelques minutes et peut-être que nous pouvons nous rapprocher de l'écran si vous êtes un peu trop loin. Et nous allons prendre quelques photos de groupe. Et il va falloir savoir combien de temps que ça peut prendre. Beth, combien de temps? J'invite tout le monde à sourire et si vous voulez saluer ou montrer votre pouce, quoi que ce soit. Going to be public. And Ça so va if you être don't public. Donc, si vous ne voulez pas faire partie de cette photo,
éteignez votre caméra. And Et donc, we won't nous show those voulons, names nous ne that montrerons pas are les noms with videos turned off. avec si les So vidéos sont everyone, éteintes. Alors, grab it. allez-y tout le monde. Beth, are you ready? Beth, es-tu prête? She's working on it, Bon. but she's got 11 pages to go Elle through. a 11 pages à So just hang photographier. on here for a moment. Donc, attendez quelques secondes, mesdames, messieurs. It's fabulous to C'est see so many fantastique people. de voir autant de gens I sur see l'écran. 200. I'm starting to take 200 quelques confirmés. Okay. Bon. All right, we're just holding Bon. on. I'm assuming she's passed my page already. So I J'ai can passé talk. ma page, mais je peux parler. It's wonderful to see so C'est many merveilleux de participants voir now. qu'il y ait autant de participants The actuellement. number is dropping a little bit. Le Perhaps all chiffre of our baisse un videos are peu. causing some Peut-être que les bandwidth vidéos issues. So hold on for the moment, causent des but problèmes later we'll get you to de turn bande your passante, videos mais off. en tout cas, on va vous demander d'éteindre vos caméras après, si nécessaire. And I'm going to get my fellow organizers to take a look for me. Bon, les organisateurs avec Still moi, with us? je vais demander de m'aider. This might be too much for our C'est peut-être technology, trop folks. pour notre technologie. Oui, on a perdu, We on might a perdu try ça. again another On va week. essayer une autre semaine, So, peut-être, de faire la même for chose. now, Alors maintenant, I'd like je to voudrais encourage many of you to turn your encourager videos off. d'éteindre vos vidéos Leave yours et on so that the speakers have a sense of quelques vidéos allumées pour que les intervenants puissent voir des visages. Disons que 3/4 des gens peuvent éteindre leurs vidéos. Ça va peut-être aider la bande passante. Okay. Très bien. And so, Shannon, I see that Beth is back. Ah, je vois que Beth est revenue. Beth, we decided that we would Beth, try nous again avons or décidé next de week. recommencer la semaine prochaine ou une autre semaine. So, are you able to put our slides Alors, est-ce back que up? vous pouvez maintenant réafficher nos diapos? Pas tout de suite? Très So, bien. no worries. Pas de souci. We have quite a few presenters Nous avons this evening, and plusieurs Carrie will intervenantes et introduce intervenants them et one at a Carrie time in va the les order présenter that un par un dans l'ordre for herself there. So I want to turn things over now qu'elle to a Rachel fixé. Whitman Alors, of the je Lighting Committee, donne la parole maintenant à Harry Harry Monvan, Monvan, analyste politique principale pour chez les citoyens pour des politiques justes. Thank you, Shannon. Merci, Shannon. As Shannon said, my name is Carrie Monvan. In addition to my work at En CPJ, plus de mon travail aux pleasure of citoyens pour des politiques justes, j'ai le groupe aussi, joining you this plaisir afternoon from d'animer Montreal, le Prairie, groupe and the Pontiac de region travail en of faveur Quebec. des politiques This past summer, For the Love of Creation launched a new climatiques. petition through the official House of Commons process. And over 90 days, we collected 2,500 En 90 jours, nous avons recueilli des signatures, plus de 100 000 signatures à travers le Canada, et j'ai le plaisir d'être avoir avec moi ce soir des collègues qui soutiennent l'appel que nous avons lancé au gouvernement du Canada pour respecter les droits des Autochtones et supporter l'adaptation climatique dans l'hémisphère sud. L'appel à l'engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada de 60%, donc d'ici 2030, en investissant dans une transition juste vers une économie verte et équitable qui procure des emplois dignes. La sagesse autochtone et la science parlent de l'importance d'une action pour réduire les émissions au Canada. C'est pourquoi nous lançons par cet appel. Mais ce que nous faisons pour atteindre cet objectif est important.
Et de mon point de vue, une transition juste est décisive dans cette entreprise. Le concept d'une transition juste s'appuie sur deux grands principes. Tout d'abord, le fait que la transition vise une économie durable et à la fois que les avantages et les inconvénients de ces changements soient répartis équitablement. Des études faites depuis de nombreuses années indiquent qu'en dépit de quelques pertes d'emplois au départ, les stratégies de réduction des émissions de carbone vont procurer beaucoup plus d'emplois. Le rapport publié au début de l'année indique que le secteur de l'énergie propre au Canada pourra employer 560 000 personnes d'ici 2030 et ajouter encore des dizaines de milliers d'emplois dans les années suivantes. Parce que cette étude a été faite avant la pandémie, les chiffres vont probablement changer. Mais nous savons que l'investissement dans les énergies vertes crée plus d'emplois. Nous avons su les injustices systémiques et les inégalités que la pandémie a révélées au Canada. Cela aussi doit être corrigé pendant la transition. L'industrie gazière et pétrolière a tendance à embaucher des hommes blancs. C'est vrai pour d'autres secteurs de l'énergie renouvelable, de la construction, des transports en public, en transport en commun. En nous éloignant des combustibles fossiles, les femmes et les minorités ont été exclues de l'économie nouvelle. Pour que ce changement soit vraiment équitable, elle doit respecter les droits des peuples autochtones et nous avons quelques personnes qui vont en parler ce soir et doit aussi donner priorité au bien-être des personnes qui vivent dans la marge en ayant des mesures qui corrigent la pauvreté, l'inégalité et qui favorisent l'intégration des communautés racisées pour favoriser l'apprentissage et permettre aussi le développement d'énergies alternatives tout en protégeant les revenus des personnes qui travaillent dans les énergies gazières et pétrolières. Cette transition est une affaire de justice. Elle réduit les émissions, mais préserve le monde créé. Il s'agit de vivre notre vocation comme croyantes et croyants, vocation d'aimer notre prochain, de protéger la création et de rechercher la justice pour toutes et pour tous. J'aimerais maintenant introduire Patrick Rondeau. Patrick est conseiller syndical environnement et transition juste pour la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec. Il a coordonné plusieurs délégations de la FTQ et du Fonds de solidarité FTQ aux conférences des partis de l'ONU, COP, depuis 2015. Il fait partie du mouvement syndical depuis l'an 2000. Bienvenue, Patrick. Est-ce que Patrick est encore là? Merci, je suis là, Carrie. Carrie? OK. Oui. Oui, Ah, Carrie. voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Mon micro était fermé, je ne pouvais pas l'ouvrir. Donc, I will do my presentation in French. So, if you could please. Je vais faire ma présentation en français si vous voulez activer l'interprétation. Comme on l'a dit au début de la rencontre, c'est au bas de votre écran. Vous pouvez cliquer sur le globe. Pour l'invitation, c'est très, très, très apprécié. Donc oui, je travaille pour la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, donc un syndicat. On peut se demander qu'est-ce qu'un syndicat vient faire dans une discussion concernant les changements climatiques et plus spécifiquement la transition juste. Et je peux vous dire, j'en ai entendu de toutes les couleurs dans les 5 dernières années. On nous dit souvent, ben, c'est normal, les syndicats veulent protéger les travailleurs dans les industries polluantes. Qui ne sont pas très diversifiés, il faut le dire. Donc, on veut protéger les hommes blancs d'âge moyen bien payés ou tout simplement, comme c'est des jobs bien payés, ben, on veut récolter les cotisations par le FEMAN. Pour d'autres, ils peuvent se dire, mais ils ont déjà entendu la question des syndicats impliqués dans la transition juste et peut-être vont avoir la réaction de dire « Oh non, pas encore un syndicat qui peut venir nous dire c'est quoi la transition juste. » Écoutez, c'est relativement normal. Je vais vous expliquer pourquoi, d'un point de vue des travailleurs, nous nous intéressons à la transition juste.
Et en fait, il faut faire une différence entre la transition juste et une transition juste, et c'est relativement important. De façon générale, on veut tous une transition juste, comme Carrie l'a dit en introduction, porteuse de justice sociale qui s'adresse pour tous et tous pour les retombées que ça peut donner, y compris les syndicats et le monde des travailleurs. Et vous savez, les syndicats, c'est important pour eux parce que leur mission même à la base est la lutte contre les inégalités sociales et tout est lié ensemble. Mais plus souvent qu'autrement, on mélange les concepts. Donc, c'est sûr que dans l'ensemble, une transition juste, c'est ce que nous voulons. Mais il existe un concept qui est la transition juste, qui est défini d'ailleurs par l'Organisation internationale du travail selon des principes directeurs qui définissent clairement ce que c'est. Et qui ont été adoptés en 2015 et souvent se rapproche beaucoup cette définition-là d'une transition juste aux objectifs du développement durable. Donc, il y a toutes sortes de concepts avec lesquels on jongle et c'est peut-être ce qui crée certaines confusions. Mais désolé, c'est Luc ici. Et juste, il y a un défi avec la traduction. Le son de la traduction n'est pas suffisant. Donc, juste, so a quick note that when you are using the French. Rappel simplement, si vous utilisez la traduction en français, vous pouvez éliminer l'original. Éliminer l'original, à ce moment, vous entendez uniquement la traduction. Même chose en anglais. En anglais, à ce moment-là, vous n'entendrez pas Patrick et vous allez entendre l'interprétation. Ça peut probablement vous aider. Désolé, Patrick, pour cette interruption. Donc, ce que je disais, en 2015, l'Organisation internationale du travail a adopté les principes directeurs pour une transition juste qui sont basés essentiellement sur 4 grands axes, soit le dialogue social, la protection sociale, le droit au travail et le droit à l'emploi. Donc, le droit concernant le travail, mais le droit d'accès aussi au travail et à l'emploi. Et ça s'adresse à l'ensemble de la population. Donc, on touche les éléments d'inégalité sociale à travers cela. Et juste petite anecdote, c'est quand même amusant, mais vous savez, en 2015, quand les syndicats sont débarqués à la COP 21 pour faire adopter des principes de base de transition juste dans l'accord de Paris, la plupart des organisations ne voulaient pas entendre parler de transition juste et il a fallu se battre. 2 ans plus tard, tout le monde parle de transition juste, donc c'est quand même un exploit. Écoutez, concrètement, pourquoi les syndicats, pourquoi le monde du travail, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Essentiellement, c'est que si on regarde de façon générale la tarte des émissions de GES au Québec, entre autres dans ce qui me concerne, mais ça serait la même chose au Canada et un peu partout dans le monde, à quelques exceptions près. C'est souvent la tarte du transport au Québec, c'est 43 et suivi des industries à 30 pour le Québec, qui représentent la plus forte partie des émissions de GES au Québec. Donc, et ces GES-là, essentiellement, sont causés par l'activité humaine, sont causés par le travail. Donc, ce que je dis souvent, c'est que les membres de la FTQ sont 100% pratiquement responsables de ce 73 %-là parce qu'ils provoquent ces gaz à effet de serre. Bon, ils n'aiment pas que je dise ça, mais ça signifie qu'ils ont un rôle à jouer dans les conséquences de leurs actions et il faut voir quel rôle ils peuvent jouer par la suite. La première des choses, c'est de reconnaître la transition énergétique. Donc, on peut avoir une posture où on se place en déni total en disant « je ne veux pas perdre mon emploi, donc je me mets dans une position de déni », ou bien on peut dire « OK, je prends acte qu'il y a une transition énergétique qui est inévitable et qui est déjà en marche ». Donc, pour nous, la définition de la transition juste, c'est essentiellement que cette transition-là doit être planifiée le plus rapidement possible avec ceux et celles qui en subiront immédiatement les impacts. I'm sorry to interrupt again, Patrick. I'm really sorry, but I'm getting lots of messages saying that the translation. Je suis désolé, donc j'ai encore beaucoup de messages. On me dit que l'interprétation ne fonctionne pas, même avec la sourdine. Alors, si nous pouvons faire un arrêt, nous allons essayer de voir ce qui ne se passe pas. Alors, I'm going to stop the translation. je vais arrêter l'interprétation et la redémarrer, si vous voulez bien. Et nous verrons s'il y a quelque chose au niveau des réglages. Alors c'est évidemment la solution universelle. Là,
On relance le tout. Je suis désolé pour cette interruption. Gary, I'm not Okay, sure. I'm starting the translation again, so maybe we can Euh, see if that works. Pas, je parlerai dans d'autres langues si vous voulez. Not that much of a time. Donc, ce que je disais essentiellement, c'est la définition de la transition juste que l'on s'est donnée au Québec. En fait, de façon générale, la transition juste, c'est de planifier le plus tôt possible la transition énergétique en impliquant ceux et celles qui en subiront les impacts le plus tôt possible. Autrement, ce n'est qu'une transition énergétique. Ça signifie que les gens vont subir les actions des autres et le plus longtemps que nous attendons pour la planifier avec ces gens-là, le plus injuste elle sera. Donc, essentiellement, la transition juste pour nous, c'est à ce niveau-là. Donc, on a quand même senti le besoin au Québec de l'adapter à la réalité du Québec. Ben, pourquoi? Parce que je parlais tantôt de secteurs énergétiques qui sont importants. Vous avez des centaines de milliers de travailleurs. On a évalué que c'est plus ou moins 700 000 emplois qui seraient impactés par les changements climatiques au Québec dans les prochaines années. C'est beaucoup de monde. Et si on n'a pas de plan, ces gens-là vivent dans la peur. Donc, ils associent transition énergétique, changement climatique à perte d'emploi. Et quand on a peur et qu'on n'a aucun plan et aucune solution, on se braque, on résiste. Et si on résiste, on n'arrive pas à trouver de solution. Donc, notre rôle à nous, c'est de transformer ces travailleurs, ces travailleuses-là en acteurs plutôt que spectateurs de ce qui les attend. Et du moment où on commence à avoir ce dialogue-là avec eux et elles, ça fonctionne. Ils veulent faire partie de la solution en tant qu'acteurs. Et bien sûr, tout ça vise une transition juste, comme je l'expliquais au tout début. Ultimement, la FTQ, je ne sais pas s'il y a des questions plus tard, mais je peux juste vous dire qu'on a défini aussi la transition juste en 3 mouvements. Donc, une transition juste qui est préventive, réparatrice. There's a transition that can be preventive or just. We say we're not going to wait for the effect to occur to act. We are thinking that we need to plan right now in the workplace and the different. Soit sauvegarder les emplois, les transformer, ou du moins, lorsqu'il y aura perte d'emploi, création d'emplois, mais pour que tous aient une chance égale à ces emplois. Donc, il y a une feuille de route qu'on a établie en 5 étapes qui nous permet de travailler en amont sur cette transition juste-là. La transition juste réparatrice, c'est celle qu'on connaît. Ce sont des mesures d'accompagnement lorsqu'il y a des fermetures. Exemple très concret, les fermetures dans le secteur du charbon en Alberta qui a plongé des communautés entières dans des crises économiques et sociales parce qu'il n'y avait justement pas de plan, ont besoin maintenant de plans d'accompagnement. Pont à la retraite, retour aux études, allongement des prestations d'assurance-emploi. Donc, ça, c'est ce que nous appelons une transition juste réparatrice. Mais encore une fois, c'est souvent celle-là qu'on voit et dont on parle. On dit, les travailleurs ont simplement besoin de formation. Ce n'est pas tout à fait le cas parce que si vous allez voir des travailleurs dans leur milieu de travail et leur parler de transition juste en mesure je crois que vous avez encore perdu la transition, c'est possible? La transition, est-ce que la traduction fonctionne? Je ne veux pas que tu me dises comment est-ce que je vais perdre ma job mieux. Je veux que tu t'organises pour que je garde ma job. Et c'est pour ça qu'on travaille sur une transition juste préventive. That's why we're working on a preventive just transition. But both of those concepts of just transition must culminate to a transformative just transition, which is the just transition that Kerry was talking about at the beginning. So it must be a way to transform the economy in which we're living. Donc, ces deux formes de transition juste doivent aboutir à un certain point à une transition juste transformative qui nous permet d'adresser une nouvelle forme d'économie. Donc, à ce niveau-là, il faut accompagner les travailleurs. We must accompany those workers in this process and we must recognize their expertise all along the way. Donc, on doit reconnaître et aider ces travailleurs-là et ces travailleuses-là et reconnaître
leur expertise parce qu'il y a quelque chose qui est crucial qu'on appelle la valeur du travail. Et si on démonise ces milieux de travail-là, ils ne bougeront pas, ils vont résister. So we have to recognize the value of work and not demonize those workers like we often do. You know, let's say, for example, if some workers is working in a fossil fuel, we're going to say, oh, you're part of the problem, you're destroying the planet. And so if we do this, they're going to resist, they're going to block. And if we don't do that, we don't demonize them, we make them part of the solution, we can find answers. And you have an example this week when in Saskatchewan, we reroute some workers who were in fossil fuels to organize themselves around geothermy. I don't know how to say this in English, but Geothermal. geothermal. Donc, ce que je disais, c'est quand on adresse la question et on les met de l'avant et on reconnaît leur expertise. On a un exemple flagrant cette semaine où, en Saskatchewan, on a réorienté des travailleurs du pétrole vers la géothermie. Donc, il y a des exemples qui sont tout à fait extraordinaires quand on réussit à faire ça parce que, et j'arrive vers la conclusion, parce qu'il faut tout le temps se demander quel est le sacrifice à faire. Et je ne veux pas faire la morale, mais vous savez, souvent, on parle que pour lutter au changement climatique, ben, il faut réduire sa consommation de viande, il faut ne plus voyager. Et certaines personnes disent « Ouf, c'est difficile », mais ce qu'on demande à ces travailleurs-là, plus souvent qu'autrement, c'est d'abandonner leur emploi. Donc, il faut être conscient de la marche qu'ils ont à faire pour pouvoir faire partie de la solution. So, I don't want to be demagogic on this and do moral on anybody, but we often say that if we want to save this planet, we have to eat less or no meat at all, or stop traveling with airplanes. And those are demanding sacrifices. But what we're asking to those workers is to stop and lose maybe their jobs. So the step is way much higher. And you have to keep that in mind, that the sacrifice is way, way, way big. And they have to be part of this solution. So we cannot just address the situation by, we have to shut down those workplaces. So we have a plan in the workers' unions, and it's quite important. This just transition is planned. We have everything in place to do it. So what I would like to say to you in conclusion is help us to help you. And I think that together, it's the affair of everybody, and we'll get through this. Donc, en conclusion, ben, juste vous dire qu'on a un plan au niveau des syndicats, on sait où on s'en va, on est sur le bord de le mettre en pratique, et il est important de ne pas dénaturer le concept de transition juste. Et en conclusion, je voudrais juste vous dire, aidez-nous à vous aider, et ensemble, on va pouvoir traverser cette crise. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup, Patrick. Thank you very much, Patrick, and for your patience, and thanks to everyone as we worked through that translation glitch. I'm not exactly sure what happened there, but qu'est-ce qui s'est passé là? Il semble que ça fonctionne bien maintenant. Ça fonctionne encore. La prochaine section sera en anglais. The next set of presentations La will prochaine be section sera en anglais. We'll see how things go. On verra ce qui se passe. Bon, Thank you for your merci pour votre capacité de présenter les choses en anglais et en français, surtout à bref délai. On passe maintenant en deuxième partie de notre pétition. Je voudrais reconnaître les docteurs Sarah Stratton et Sarah, travaillent pour l'Église unie du Canada, les Terre-Neuvienne, a été élevé dans le territoire de Mi'kmaq, a travaillé dans le secteur depuis 20 ans. Dr. Deer est un promouvant, quelqu'un qui promeut les droits des Autochtones. Il est le secrétaire de la nation Mohawk à Kanawake. En tant que participant des Nations unies sur la population autochtone, le Dr. Deer a contribué au débat sur les droits dans la Déclaration des Nations unies et a organisé des réunions préparatoires pour les peuples autochtones pour les représentants autochtones. Bienvenue, Sarah, et bienvenue, Dr. Deer. Merci, Carrie. Je vais parler très rapidement pour donner docteur la parole. Je suis invité de vous dire ce que ça veut dire en tant que personne non autochtone, en tant qu'organisation non autochtone, pour faire des plaidoyers pour le climat dans le contexte de la Déclaration des droits des Nations unies sur les droits des Autochtones. Mon travail, c'est d'aider
les gens non autochtones de l'Église unie du Canada dans ses politiques par rapport aux Autochtones et les appels à l'action de la Commission de la réconciliation en 2016. En réponse à l'appel à la réconciliation, call to action, l'appel à l'action, pour les excuses, les demandes de pardon que nous avons faites en 1996, 2006 et 2018, nous avons adopté le cadre de réconciliation pour les Autochtones. Donc, ceci suit des années de plaidoyer. Beaucoup de gens ici qui ont fait beaucoup de marches, beaucoup de démonstrations. Je suis très heureux de vous voir, du moins à l'écran. Et donc, en adoptant la déclaration, ça voulait dire que, parmi d'autres choses, on était engagé, prêt à respecter les décisions des Autochtones, tous les droits d'avoir droit aux ressources et d'avoir leur opinion connue et respectée. Donc, c'est ça, ça nous montre comment on prend les décisions comme Église. Ça nous a affecté beaucoup dans les questions de plaidoyer. Nous ne pouvons pas nous engager à quelques questions de campagne de plaidoyer qui touchent les Autochtones sans qu'ils soient complètement impliqués. Et ce n'était pas toujours le cas. Les églises, parfois, allaient d'avant et faisaient du plaidoyer pour les Autochtones sans nécessairement avoir fait les consultations prérequises, et surtout dans la prise de décision égale. Je pense que c'est important pour vous de savoir que les Autochtones ont fait partie de l'Église unie depuis notre fondation en 1925 et dans les différentes communautés religieuses qui nous ont formés. Nous avons les couleurs des 4 directions et nous utilisons la langue Mohawk qui montre que nous sommes unis pour aller ensemble vers l'avant. Et je pense que surtout, c'est important que vous sachiez que l'Église unie maintenant inclut l'Église autonome, autochtone, et ça nous permet de faire partie de cette campagne. Nous étions là, les gens de l'Église unie savent qu'on était là. Pourquoi est-ce que l'Église unie n'a pas signé? Moi, j'ai beaucoup de courriels. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas signé encore? Et on n'a pas signé parce que les Églises unies, il fallait qu'elles en parlent pour prendre le temps requis pour établir un consensus pour dire oui, nous sommes ici ensemble avec vous. Et c'est ça le modèle que nous avons pour l'avenir, pour le plaidoyer. Carrie a déjà mentionné, mais je vais répéter, c'est qu'il y a leurs demandes spécifiques ne concernent pas le consentement dans la prise de décision pour honorer la Déclaration des Nations unies, mais également honorer l'expérience des Autochtones sur les projets d'extraction des ressources, l'impact à long terme, qui soit bénéfique ou encore nocif, et également le rôle de la connaissance autochtone pour trouver les solutions nécessaires. Ce sont des éléments que nous espérons mettre en place ensemble en tant qu'autochtones et non-autochtones dans cet effort. Et pour que vous sachiez, nous découvrons que beaucoup de gens n'ont pas de concept, ne savent pas ce que les gens, même dans l'Église unie, ne savent pas qui est l'Église unie, l'Église autochtone. Nous avons 64 communautés de foi dans le ministère urbain à travers le pays. Et comme j'ai dit, plusieurs de ces groupes ont pris naissance en 1925. Donc, aujourd'hui, il faut finalement reconnaître le rôle important qu'ils ont eu dans notre façon de voir le monde. C'est peut-être l'expression de reconnaissance que nous pouvons faire, nous pouvons leur offrir. Ceci dit, je vais remettre la parole à Dr. Deary. Merci. Eh bien, merci. C'était instructif pour moi aussi. Je ne savais pas qu'il y avait tant de personnes dans l'Église unie. Donc, c'était intéressant d'écouter tout ça. Je vais remercier l'appui que vous nous avez donné au cours des années pour la lutte des Autochtones. C'est vraiment apprécié. Vous tous ici, vous toutes, je vois 200 quoi? 239 noms? Oui.
C'est la plus grosse conférence Zoom que j'ai faite et j'en ai fait plusieurs depuis les 6 derniers mois. Peut-être que c'est votre cas. Toujours est-il que je m'appelle Kenneth Deere Sachayando, Dambalang, c'est le clan des Ours, des Mohawks. Je ne sais pas quoi d'autre je peux dire, mais j'étais impliqué dans cette rôle de plaidoyer depuis 87 jusqu'à aujourd'hui. Et j'aime dire fièrement que j'ai été aux Nations Unies et Genève chaque année depuis 87 jusqu'à cette année, 2020. C'est la première année que je ne serai pas à Genève. Et donc, mais toujours est-il que c'est quelque chose avec lequel on peut vivre. Je ne sais pas où commencer. Avec mes anciens, je me demandais où commencer, de quoi est-ce qu'on parle avec les gens dans la Déclaration des Nations Unies, les changements climatiques et tout ça. Et je commence toujours au début. Ils m'ont dit, commence pas en plein milieu. Donc, pour que vous sachiez pourquoi il y a une déclaration. Et au début, quand j'ai été à Genève en 87, c'était clair que les gens m'avaient expliqué, les indigènes, les Autochtones n'étaient pas là parce qu'on n'était pas protégés par les lois de droits humains. Nous n'avions pas de protection. Nous n'étions même pas reconnus comme peuple. Par conséquent, nous n'avions pas le droit à l'autodétermination. C'était une expérience assez extraordinaire d'entendre des États et même des universitaires dire que les Autochtones n'avaient pas le droit à l'autodétermination, qu'ils n'étaient pas de vrais peuples, qu'ils étaient des tribus simplement, mais pas de vrais peuples. Alors, c'était difficile, pendant que nous avons travaillé à la rédaction de la déclaration, de convaincre les États, les universitaires que oui, nous sommes des peuples et que nous sommes égaux à tous les autres peuples et que par conséquent, nous avons aussi le droit à l'autodétermination et tous les autres droits qui en découlent. Bon, je ne dis pas que tous les universitaires étaient contre nous, mais il y en avait beaucoup et plusieurs États. En fait, ils ne nous donnaient jamais le nom de peuple. Pourquoi on parlait du groupe de travail sur les populations autochtones? Parce qu'on ne donnait pas encore le droit de les appeler des peuples. C'est en 93, nous avons eu l'année des populations autochtones. Encore une fois, on ne doutait pas le peuple, parce que ça aurait été donc reconnaître automatiquement le droit à l'autodétermination et on parlait de l'année internationale des populations autochtones. Alors, donc, comme si, au fond, les Maoris, les Mohawks étaient la même chose, finalement. Dans d'autres années, il y a eu la déclaration allemande contre le racisme au paragraphe 25, dit que le mot autochtone, donc n'entend pas reconnaître des droits en vertu du droit international. Donc, mais encore en 2001, on retrouvait le même préjugé à l'endroit des Autochtones en nous refusant le titre de peuple. Donc, la partie la plus importante de la déclaration, ce sont les 3 premiers paragraphes qui a adopté donc le 30 septembre 2007, qui dit que les Autochtones sont des peuples égaux à tous les autres peuples et que par conséquent, ils ont le droit à l'autodétermination et avec du droit à l'autodétermination découlent tous les autres droits. Quand nous avons travaillé la rédaction de la déclaration, donc vous parlez de la création, c'est dans le titre même de ce séminaire. Quand nous nous réunissons, nous prenons toujours en compte la création et notre impact sur la création, c'est-à-dire que nous essayons de vivre en harmonie avec la création, de ne pas la détruire, car c'est la création qui nous nourrit. Même si le changement climatique n'était pas un problème quand nous avons rédigé la déclaration, ces valeurs s'y retrouvent parce que ça fait partie de notre façon de vivre. Et donc, dans la déclaration sur les droits des peuples autochtones, on parle d'environnement.
La déclaration contient plusieurs dispositions qui affirment des droits qui sont qui font allusion à l'impact et à des solutions. Alors cela comprend la protection de l'assimilation sous la contrainte et de la protection des sites sacrés, des pratiques culturelles, la participation à la prise de décision, des décisions qui nous concernent, les activités de subsistance, les activités économiques traditionnelles, la préservation des plantes et des animaux qui ont une importance vitale, des territoires traditionnels et des ressources qu'elles contiennent, la, protéger la capacité de production de la terre et la production de l'héritage culturel, en particulier les droits qui sont sanctionnés par des traités. L'article 42 appelle les États membres des Nations unies et les agences à promouvoir la déclaration et la pleine application à la fois au plan international et au plan national. Dans la déclaration, il faut prendre pratiquement tous les articles et vous verrez un lien au climat ou à l'environnement et ce qui est indispensable à la survie des autochtones, parce que tout ça est relié. La survie des peuples autochtones, ben, c'est lié à la survie de toute l'humanité, de tous les peuples, et c'est lié au changement climatique, à la création et les changements climatiques négatifs, si nous ne faisons rien, peuvent entraîner la mort des peuples autochtones et la mort de tous les peuples. L'article 29 est peut-être celui qui, dans toute la déclaration, euh, parle explicitement de l'environnement. Les peuples autochtones ont droit à la protection de l'environnement et à protéger la capacité productive de la langue, de la terre, et on demande d'aider les peuples autochtones à protéger l'environnement. Alors, autrement, je ne peux pas vous donner d'article en particulier, mais c'est que la protection de l'environnement, la question du changement climatique, c'est partie de notre vie, au fond, et ça fait partie de toute la déclaration. La réussite des êtres humains dépend des relations réussies que nous avons avec toute la création. Alors, si on ne respecte pas, si on échoue dans nos relations avec la création, eh bien, cela entraîne la destruction des plantes et des animaux. On voit maintenant la surchauffe des océans et l'air deviendra toxique. On connaît les pluies acides et cela va finir par décimer la population humaine. C'est pourquoi les autochtones, c'est pourquoi la déclaration sur le droit des autochtones doit être appliquée pour assurer non seulement la survie des peuples autochtones en prévenant les changements climatiques, mais cela protégera toute l'espèce humaine. Nous avions besoin de cette déclaration parce que les États ne considéraient pas que les peuples autochtones étaient égaux aux autres peuples. C'est ce qui leur permettait de saisir nos terres, de détruire nos langues et nos cultures et de nous assimiler. La solution au problème autochtone, c'était l'assimilation. Alors, dans la déclaration, si vous assimilez les peuples autochtones, vous détruisez un une forme d'humanité et qui a la relation la plus étroite avec la création. Et c'est ce qui permettrait de prévenir le changement climatique. Alors, j'espère que je suis clair à propos de la relation holistique que les peuples autochtones ont avec la création et comment la Déclaration des Nations unies est un document qu'il faut aussi aborder de façon holistique. Il faut regarder l'ensemble et tous les articles et il faut voir le préambule, même si le préambule
n'a pas force de loi, mais c'est très important parce qu'elle parle justement de la doctrine de la découverte, du comportement des États qui ont créé une situation qui a entraîné l'assujettissement des peuples autochtones. Donc, le préambule est vraiment très important parce qu'on décrit les raisons justement pour lesquelles la déclaration était nécessaire. Alors, si vous avez le texte de la déclaration, regardez bien le préambule. On ne s'y arrête pas assez, je trouve, parce que les gens parlent de tel ou tel article, en particulier des 3 premiers articles dont j'ai déjà parlé et qui sont certainement très importants, mais il faut voir aussi le préambule qui aide à comprendre les raisons pour lesquelles nous avions besoin de la déclaration. Alors, je ne sais pas si je dois continuer, mais je serais prêt à répondre aux questions que vous avez éventuellement à ce moment-ci à propos du changement climatique et de la déclaration. Alors, je m'arrête ici pour permettre à d'autres de s'exprimer à leur tour. Merci. Thank you, Dr. Deer. Thank you, Sarah. Merci, Dr. Deer. To both of you. Megwitch, Sarah aussi, c'est 2 présentations très éclairantes. I will say that we Alors, je have dirais fairly deliberately que nous avons a lot of content into tonight's discussion mis because the beaucoup reality de is contenu changing ce soir climate parce que la is situation qui est la nôtre complex aujourd'hui and est à many la fois different complexe facets et that need elle a to toutes be sortes addressed. d'aspects, de So facettes again, qu'il importe to de reflect, we présenter. are, it's 8:25 Alors, now, we are il est going to be déjà running out of time. 8h25, nous allons dépasser l'horaire prévu parce qu'il y a encore un sujet à vous présenter et je vais faire appel à votre indulgence au moment où nous allons passer et nous pourrons peut-être prendre quelques instants pour des questions, mais on a vraiment beaucoup de matière à présenter. Alors, j'aimerais vous présenter maintenant Naomi Johnson, qui est coprésidente de la Coalition canadienne sur le changement climatique et le développement durable. Elle est spécialiste dans des études sur l'amélioration des conditions socio-économiques dans le nord du Manitoba et le Nunavut. Merci Karen, merci tout le monde. C'est très éclairant jusqu'à maintenant et c'est formidable que vous soyez si nombreux ici. Alors j'aimerais vous parler de l'aspect adaptation de ce mouvement et je veux parler aussi de l'impact plutôt que des atténuations qui parlent de réduction. Donc, alors, ce sont 2 aspects très importants pour traiter des changements climatiques. C'est pourquoi nous traitons justement de ces 2 aspects ici ce soir. Donc, à la Banque canadienne des grains, je suis là comme conseiller politique et on nous dit dans surtout les pays en développement qu'ils sont affectés par la sécheresse, par les inondations, par des pluies excessivement abondantes et par de nouvelles maladies. Donc, ce sont quelques-uns des impacts du changement qui sont ressentis là-bas. Nous savons aussi que l'impact du changement climatique seront plus fortement ressentis près des tropiques et pour les populations qui sont déjà plus vulnérables et marginalisées. Les personnes, par exemple, ne peuvent plus cultiver assez d'aliments pour nourrir leur propre famille ou pour gagner un revenu suffisant. On parle d'inondations où la nappe phréatique est tellement relevée que cela compromet les systèmes sanitaires. Non, comme on ne peut plus donc gagner sa vie sur la Terre à cause des changements entraînés par le climat, les gens subissent déjà des impacts très graves. Et si nous parlons euh, au financement de l'adaptation, si on regarde donc à l'argent qui est investi dans l'adaptation, il n'y a en fait que 21% de l'argent qui a été investi en 2018 pour l'adaptation, ce qui est relativement faible au Canada. Les engagements
du Canada pour les changements climatiques pour aider les pays en développement. Je pense que nous avons perdu votre son, Naomi. Non, non, nous l'entendons bien. Plusieurs personnes l'entendent bien. Bon, Okay, I think she's restarting herself. alors je pense que Carrie donc va se mettre en mesure de suivre. Je vais continuer si vous permettez. Donc, pour ce qui est de l'engagement du Canada pour aider les pays en développement à faire cette transition, il n'y a que 25% du budget canadien qui sert l'adaptation. La plus grande partie va vers des activités d'atténuation simplement. Et pendant tous les pays du monde se sont engagés aux Nations unies à financer également et l'atténuation et l'adaptation, à savoir qu'il faut à la fois réduire les émissions et aider les gens qui font la transition. Et la raison pour laquelle nous voyons des chiffres aussi faibles pour l'adaptation, il y a plusieurs raisons pour cela. Parfois, c'est difficile pour les investisseurs de voir la valeur d'investir dans des populations pauvres. Green energy project. But yet we're seeing the need for adaptation Nous increasing. voyons le besoin d'adaptation dans le changement climatique. Nous savons que la faim a augmenté dans le monde avec le COVID-19 maintenant. Ça a ajouté au défi de la population vulnérable. Nous avons l'impact du changement climatique et le COVID. Et donc, nous n'avons plus les ressources pour répondre à l'un ou l'autre. Et il faut vraiment établir des systèmes plus résilients pour qu'on puisse fonctionner avec ça. Alors, je vais conclure parce que je sais que nous sommes à court de temps et je suis ouvert à répondre à des questions, sire. Mais en tant que communauté de foi, nous sommes invités à appuyer les gens qui sont dans le besoin et nous savons qu'agir sur le changement climatique au Canada est critique et également essentiel. C'est l'importance d'aider les gens à travers le monde qui ont très peu de responsabilités pour d'avoir créé la situation qui existe et qui sont ceux qui ont à vivre l'impact. Merci. Merci, Naomi. Je m'excuse pour les interruptions. Je vais vérifier avec mes collègues, avec les participantes ici, le dernier présentateur et nous a présenté une vidéo d'avance parce que c'est très tôt le matin en Tunisie. Et je voulais faire une vérification sur ce qu'on veut écouter cette vidéo. Est-ce qu'on voudrait prendre quelques minutes plus tôt pour répondre aux questions aux présentateurs que nous avons devant nous? Et donc, Shannon, Beth, je vous demande de m'aider ici. Perhaps we can move to questions and share the video some other way. On va peut-être partager la vidéo d'une autre façon avec les gens. Bon, on va répondre aux questions, me semble-t-il. OK. Alors, je m'excuse. Alors, on va ouvrir le chat. The chat is open. Bon, alors, la discussion est ouverte. C'est la meilleure façon de recevoir les questions, si vous en avez. Si vous avez des questions pour les intervenants et les intervenantes. Alors, écrivez-le dans la boîte de discussion, le chat. Première question. Est-ce que je pourrais le lire, Shannon? Oui, vas-y. Alors, dites qui devrait répondre. From Bon, Gail, de Gail, prosperity have le succès et la réussite sont réussis à cause de la destruction de la nature. La question de consentement de la part des Autochtones n'a jamais été vue comme un pouvoir de veto. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la question de consentement de la part des Autochtones? Ça, c'est pour Dr. Deere ou Sarah. Dr. Stratton. OK, I'll Bon, tackle. alors je vais aborder la chose avec votre plan de... C'est quoi votre plan de consentement? Eh bien,
Une fois de plus, quand on regarde les origines de langue, c'est que avant nous, les États étaient obligés de donner une certaine attention à la consultation avec les Autochtones, avec le devoir de consulter. Et le mot devoir de consulter, ça a été abusé par les États. Des fois, les consultations sont complètes, une bonne consultation avec les Autochtones, et des fois, c'est simplement un appel téléphonique. On dit, bon, on a consulté avec un appel téléphonique. Donc, vous savez, nous avons vérifié, nous avons cliqué, coché la boîte. On peut aller faire ce qu'on veut, mais avant même de consulter. Donc, le plan de consultation complet, c'était de faire en sorte que les États et les corporations aient plus qu'une simple consultation et d'essayer d'arriver à avoir le consentement des Autochtones sur les enjeux qui les affectent, qui les touchent. Alors, ça, c'est l'origine de ce concept, d'avoir quelque chose que plus que simple consultation et consentement complet dans la tradition. Comme vous le savez, nos décisions sont prises par consensus et de consentement. Donc, c'est essayer de bâtir une façon de créer un consensus entre les Autochtones ou les États ou avec les corporations ou quoi que ce soit, avec les villes, avec les municipalités qui sont à côté de nous. Et c'est ça, c'est un langage que nous utilisons pour bâtir une relation, c'est des respects mutuels dans l'échange de façon que nous puissions mieux comprendre ce que nous faisons l'un à l'autre et en arriver à un accord entre nous. Ce n'est pas un veto. Des fois, c'est utilisé de cette façon par certains Autochtones, mais la crainte, c'est toujours... Il faut que je rie un peu parce qu'il y a beaucoup de résistance à la question du consentement de la part des États. Les partis conservateurs, par exemple, et une peur mortelle des Autochtones. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ça veut dire qu'il faudrait négocier en bonne foi, et négocier en bonne foi n'a pas été un fait saillant du gouvernement, des relations avec le gouvernement et avec les Autochtones. Donc, le consentement, ce n'est pas une réponse totale, mais il faut que ça aller venir des deux côtés. Il faut céder un peu et apprendre d'autre part, mais dans le passé, le gouvernement n'a pas cédé beaucoup. Nous avons avoir un genre de plan d'établissement de consensus sur la façon qu'il faut prendre des décisions partout, que ce soit entre les Autochtones et les États, entre les non-autochtones et autochtones, etc. Donc, c'est toujours, il faut avoir l'harmonie dans le monde et que tout le monde doit de parler, de dire ce qu'il pense et ce qu'elle pense. Et voilà, c'est ma réponse à votre question. Alors, Sarah, tu as quelque chose à ajouter, mais ton micro est fermé. Oui, je me trompe. Et j'aimerais rajouter quelque chose de l'expérience des Nations Unies, des Églises unies. C'est la question de consensus, les consultations, consentement, le consensus dont Dr. Geer parle. Notre Église autochtone est bâtie sur un document qui s'appelle « Appel à l'Église ». Et un des éléments les plus importants de cette déclaration, c'est que l'autre partie de l'Église doit donner du temps aux Autochtones pour prendre des décisions sur les choses qui les touchent. Et donc, il faut laisser cette démarche fonctionner avec le temps. Comme il dit, ce n'est pas une question de oui ou non, c'est une démarche d'où on cherche à avoir un consensus pour savoir où on en est. Et en réponse à une autre question qui est ici dans la boîte de discussion, ce n'est pas une question de savoir comment est-ce qu'on peut aider les gens à participer dans une transition juste. C'est comment est-ce qu'on laisse la place, une place qu'on n'est pas habitué à donner aux Autochtones. Comment est-ce qu'on leur donne la place pour qu'ils aient une voix et dans la façon qu'on procède, dans quelque transition que ce soit. Donc, je ne réponds pas, je dis simplement comment est-ce qu'on peut aider à offrir l'espace pour que la décision se prenne en tant qu'anciens coloniaux. Merci.
Je vois des autres questions de la boîte et je vais les présenter. Je pense que nous allons faire, c'est nous allons partager la vidéo que nous avons et les gens pourront rester. On vous encourage de l'écouter et sinon, ça sera inclus dans le rapport du webinaire présent. Il va être affiché. J'essaie de lire et parler en même temps. Je ne peux pas faire les mêmes choses deux jours en même temps. Bon, alors, pour Patrick, est-ce qu'il y a une connexion formelle entre le syndicat dans toutes les provinces? Une réponse. Oui, il y a beaucoup de connexions entre les syndicats à travers le Canada. Fondamentalement, vous savez que vous avez des fédérations de travailleurs dans chaque province. Nous sommes tous affiliés au Congrès du travail du Canada. Et donc, fondamentalement, c'est les mêmes syndicats que vous trouvez, que ce soit d'une province à l'autre. La différence, c'est que ces fédérations et le Congrès sont des syndicats indépendants. Donc, chaque syndicat a sa culture, sa démocratie et sa politique. La question qu'il faudra avoir en tête, c'est que est-ce que chaque syndicat au Canada reconnaît le besoin d'une juste transition? Réponse oui. Est-ce qu'on va avoir la même vitesse d'une province à l'autre? Non. Il faut travailler ensemble et nous travaillons ensemble. Mais en dehors de ces fédérations, les structures et du Congrès du travail du Canada et le Conseil du travail, il y a des coalitions de syndicats entre eux sur le changement climatique et juste transition. Vous pensez à l'Alliance vert bleu. Je vois quelqu'un qui a parlé de Iron Heart, mais nous travaillons aussi avec d'autres groupes, surtout au Québec, mais à travers le Canada. Vous avez le réseau d'action climatique, qui est le seul groupe d'action au monde qui a des syndicats comme membres. C'est au Canada. Nous travaillons donc ensemble et nous cherchons beaucoup à être sur la même page. Okay, in the interest of time, I'm going to take Bon, je vais prendre une autre question. Et merci, Sarah, d'avoir répondu à deux questions. Pour Naomi, vous avez des conversations avec le gouvernement sur ce que vous pensez. Quand je parle avec des gens qui travaillent dans le cadre de développement international, est-ce que c'était évident pour eux que l'adaptation du changement climatique est essentielle? Dans quelle mesure est-ce que les gouvernements nous comprennent? Qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire à nous adapter? Surtout si l'adaptation n'est pas possible ni suffisante. Merci pour cette question. Oui, nous faisons du travail étroit avec le gouvernement. Nous travaillons avec l'Affaires mondiale, les programmes des départements des programmes internationaux, et même qu'avec la ministre du Développement international et la ministre de l'Environnement, même le ministre des Finances, sur d'autres personnes avec qui nous travaillons. Alors, et donc, je dirais que oui, ils comprennent l'importance de l'adaptation. D'une part, nous avons une responsabilité juridique maintenant à cause des déclarations des Nations unies. Et il faut appuyer les pays en voie de développement pour s'adapter au changement climatique. Il y a également des gens qui sont impliqués dans les discussions de changement climatique au niveau international. Nous entendons des gens des pays à travers le monde qui disent qu'est-ce qui se passe et quel est l'impact sur eux et sur leur pays. Nous savons que nous avons une responsabilité dans des pays d'émissions fortes. Je pense que ça devient de plus en plus difficile. Sans trouver des excuses. C'est difficile de canaliser nos fonds de la bonne façon. De façon que quand on regarde comment on finance pour le changement climatique à travers le monde, c'est surtout pour des questions de développement multilatéral, multinational. On peut donner de l'argent à ce groupe-là, ça se fait vite, c'est distribué, on ne sait pas exactement où ça va. Et ça ne rejoint pas les gens qui étaient supposés rejoindre. Donc, pour moi, un des grands défis que nous avons, c'est de s'assurer qu'on mette les priorités. Je pense que le gouvernement l'a dit que c'est important.
Et certainement, l'égalité de genre est importante. Nous savons que les femmes sont également touchées d'une façon négative par le changement climatique. Il y a des et n'ont peut-être pas les mêmes possibilités et accès que d'autres personnes peuvent avoir. Donc, il y a beaucoup de défis. Notre gouvernement, je pense, a le droit à la bonne intention, mais on ne sait pas comment répondre concrètement. C'est ça les grands défis. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour inviter le gouvernement à faire quelque chose là-dessus, s'inverser, parce qu'un des défis, c'est qu'il y a très peu de gens et d'intervenants qui poussent pour à la question de l'adaptation. Pourquoi? Parce que les gens regardent ce qui se passe autour d'eux et ils voient un besoin d'aider aussi au Canada, faire le travail au Canada. C'est vrai, c'est bon. Mais je pense qu'il est important aussi que nous faisons des plaidoyers par d'autres personnes à travers le monde. Et je suis très content que vous ayez soulevé cette question. Donc, on s'adapte plus il y a des gens qui ont déjà eu des morts, des changements culturels, toutes sortes d'autres expériences. Ça, c'est encore en chantier. Et donc, c'est tout à fait nouveau. Et comme la Convention des Nations Unies, et il n'y a pas d'engagement au niveau de ce que les gouvernements vont offrir pour corriger les dégâts. Mais c'est quelque chose qu'il faut regarder. On va continuer à pousser notre gouvernement là-dessus. Thank you so much. And thanks to everyone who's come out tonight. Merci beaucoup. Merci à tous ceux et celles qui sont venus. Il y a beaucoup d'excellentes questions aussi dans la boîte chat, mais ce que nous allons faire, c'est demander à nos panélistes de nous donner leurs idées pour que nous puissions répondre à plusieurs de ces questions par la suite. Je pense que le fait que mon travail consiste beaucoup à faire pression sur le gouvernement, ça ne nous surprend peut-être pas que nous ayons été un peu ambitieuses dans la façon de préparer l'horaire. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont pu rester et un grand merci à Sarah, au Dr. Deer, à Naomi et à Patrick et aussi à Elana et Habib, dont nous n'avons pas encore vu la vidéo. Je redonne la parole à Shannon. Nous allons conclure la partie officielle de la rencontre et pour ceux qui pourront rester, nous allons présenter la vidéo à la toute fin. Alors, beaucoup de très belles choses et il y a 3 autres semaines de forums en ligne où nous allons avoir encore plus de choses à partager avec vous. Alors, vous avez ici à l'écran les programmes des prochaines semaines, les 3 prochains forums. Nous invitons à venir aux 3. Sachez que le dernier, le 30 novembre, c'est Agissons pour le climat maintenant. C'est là que nous allons parler et travailler ensemble, toujours sur la séance Zoom, à faire du plaidoyer et à d'autres formes d'action, dont la théologie et la communication sur le climat. Alors, soyez des nôtres le 30 novembre pour cette rencontre Agissons pour le climat. Et la semaine prochaine, nous avons un événement très spécial. Ce forum permettra aux gens d'exprimer leur gratitude et de reconnaître même la douleur pour la création. Et on parle ici de deuil, de guérison et de connexion avec la création. Alors, soyez des nôtres la semaine prochaine, des outils et des ressources pour traiter au fond du deuil, entre autres. À cause du format, il n'y aura pas d'interprétation la semaine prochaine pour la prochaine séance où il y aura davantage de musique et de chant, beaucoup plus. Alors, mais tout sera enregistré. Alors, si vous êtes intéressé à découvrir ces outils, eh bien, il faut être là la semaine prochaine. Alors, nous passons à la dernière diapo où vous avez l'information qui vous permet de nous rejoindre. Sachez que
l'enregistrement des 4 autres présentations, des 2 premières séances et les 2 dernières seront affichées sur le site web dès qu'elles seront disponibles. Donc, vous pourrez consulter pour l'amour de la création. Dans la section des ressources, vous pourrez trouver les enregistrements s'il y a des choses qui vous ont échappé. J'aimerais maintenant redonner la parole à la révérende Curry pour une prière finale. Merci. Prions. Architecte de l'univers, ta voix a retenti sur les ténèbres pour faire jaillir la lumière. Ta voix a retenti sur les eaux et a fait jaillir la vie. Ta voix a retenti sur notre terre et a fait surgir notre être. Ta voix continue de retentir dans notre univers et de faire naître de nouveaux espoirs et une vie nouvelle. Aide-nous à entendre ta voix au-dessus du murmure des autoroutes et des conversations économiques. Aide-nous à entendre ta voix au milieu des cris des enfants et dans les plaintes des malades et dans les supplications des pauvres. Sachons entendre ta voix et y répondre dans notre vie et dans notre monde. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, révérende Curry. Et je redonne maintenant la parole. Alors, je veux remercier toutes les personnes qui sont venues, celles qui ont pu rester. Nous avons dépassé l'heure. Nous avons une vidéo. Et pour ceux qui peuvent rester, alors pour les autres, écoutez, nous comprenons et nous vous reverrons à une prochaine occasion. Merci d'avoir été des nôtres, tout le monde. Et Carrie, je vous redonne la parole pour présenter la vidéo. Merci Shannon et merci tout le monde. Ilana Wright est chargée. It's the Advocacy and Research Program Officer at Development and Peace will share her interview with DNP's partner Habib Ayeb. Habib is de l'environnement en Tunisie. Il est aussi enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 en France. Ses domaines de recherche incluent la souveraineté alimentaire, l'environnement, les questions paysannes, la marginalité et la pauvreté. Elena. Bonjour Habib, merci d'être avec nous. Vous êtes en France, mais votre travail se passe en Tunisie. Et nous aimerions beaucoup mieux connaître la situation pour les paysans et les paysannes tunisiens et tunisiennes, surtout en lien avec les changements climatiques. Comment est-ce qu'elles vivent cette réalité des changements climatiques? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'échanger avec vous. La société paysanne en Tunisie, elle est un peu comme toutes les sociétés paysannes du monde, parce que malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, le changement climatique est un peu partout dans le monde, c'est pas seulement sur un pays. Donc, il n'y a pas de frontières là-haut, heureusement. Donc, mais peut-être je dirais que les paysanneries dans le sud souffrent beaucoup plus que d'autres. Et là-dedans, il y a certains pays qui souffrent encore plus que la majorité des pays du sud. Les pays du Maghreb, dont la Tunisie, et dans ce cas-là, sont dans ce cas-là, la Tunisie est dans ce cas double de changement climatique accéléré, avec de plus en plus d'inondations, des périodes de sécheresse beaucoup plus longues, et ça dans un double contexte de pauvreté paysanne et de dépendance alimentaire envers l'extérieur, puisque la Tunisie importe 50% de ses besoins alimentaires. Voilà.
Donc, changement climatique, il arrive un peu pour aggraver la situation des deux, du pays et de la paysannerie. Il faut quand même imaginer qu'on est dans un pays où la majorité des paysans ne mangent pas de leur terre, ne produisent pas suffisamment pour remplir l'estomac d'eux-mêmes et de leur famille. C'est absolument catastrophique et ça, c'est aggravé par rapport aux relations avec l'international. Et c'est quoi l'approche de votre organisme pour répondre à ces besoins, oui, assez urgents? L'Observatoire de la souveraineté alimentaire et de l'environnement OSAIE, qu'on a créé depuis 2017, a vocation à développer, plusieurs vocations. La première est de développer des recherches rigoureuses, sérieuses, sur les conditions paysannes, sur la dépendance alimentaire, sur les changements climatiques et sur les questions écologiques en général. Et puis de développer un plaidoyer en faveur des paysans, mais pas seulement des paysans, des consommateurs, des paysans sans terre, du pays, tout simplement, parce que quand on dit on apporte 50% de nos besoins alimentaires, il y a besoin de faire quelque chose et en urgence. Donc, nous, on travaille comme on peut pour alerter sur les changements climatiques parce que malheureusement, beaucoup ne veulent pas voir ou ne veulent pas croire. Donc, on essaie d'alerter. Les paysans n'ont pas besoin d'alerter parce qu'ils le savent, ils le vivent au quotidien. Ils savent, ils disent, bah, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de pluie. Ils savent que telle production n'est plus possible ici, elle est montée plus au nord ou elle est descendue plus au sud. Ils n'ont pas besoin de la mémoire de leur grand-père et de leur grand-mère. Eux, ils le vivent aujourd'hui. Donc, eux, ils n'ont pas besoin. Mais former les jeunes aussi. Former les jeunes à la recherche, à prendre conscience de ces questions-là et questions environnementales en général. Donc, nous, on a une approche à la fois qui se veut académique, parce qu'on est un centre de recherche engagé politiquement, on est engagé, on n'est pas neutre, on ne reconnaît pas la recherche neutre, ça n'existe pas de mon point de vue. Mais l'autre action, c'est de soutien permanent aux paysans, aux producteurs, à ceux qui produisent, sèment le matin sans savoir s'ils vont manger le soir. Les solutions d'adaptation au changement climatique que vous priorisez? Ben, moi, je dirais qu'il ne faut pas penser en termes d'adaptation. Ça n'a absolument aucun sens. S'adapter, c'est je m'adapte, je n'ai plus beaucoup d'argent, je m'adapte, je réduis ma consommation, je fais ceci ou cela. Non, il ne faut pas s'adapter. Il faut lutter. Je veux dire, ça paraît complètement ridicule quand je dis moi, je vais changer contre le changement climatique de la planète entière. C'est complètement impossible. Mais je peux faire attention à comment je vis au quotidien et pas seulement si je pollue ou pas, parce que si je mange 3 kilos de viande, je ne pollue pas le jour où je les mange. C'est le processus de production alimentaire qui est parfois extravagante et qui aggrave les processus de changement climatique. Donc, il faut refuser le changement climatique. On sait qu'on n'y peut pas grand-chose à l'échelle d'une personne, mais il y a des décideurs, il y a des capitaux, il y a des capitalistes, il y a des gens qui gagnent de l'argent en accélérant le changement climatique. Ça les arrange que les changements climatiques s'accélèrent. Il y a les sociétés qui produisent des produits pharmaceutiques aujourd'hui et les vaccins et d'autres produits pour le Covid-19. Il faudrait peut-être qu'on se rappelle que le Covid-19 ne vient pas du ciel. Le virus n'est pas descendu du ciel. Il est sorti des zones où on a déforesté, on a coupé la forêt pour augmenter les élevages. C'est le régime alimentaire mondial qui a produit le Covid et certaines sociétés maintenant se font de l'argent pour essayer de vendre des médicaments. Et vous allez voir, le jour où on aura les médicaments et on aura les vaccins, certaines parties de la planète auront peut-être droit à ces produits-là, peut-être même gratuitement, la chance,
Et puis la grande majorité de l'humanité, il va falloir payer ces choses-là. Et c'est paradoxalement les plus pauvres qui vont payer, ce ne sont pas les plus riches. Alors, quel rôle est-ce que vous trouvez que le Canada et les pays plus riches peuvent jouer dans cette lutte? Alors, vous avez déjà suggéré de réduire notre consommation, par exemple, de la viande dans les pays plus riches. Mais est-ce que vous trouvez que les pays plus riches devraient aussi appuyer l'adaptation au changement climatique dans les pays du Sud? Moi, je ne sais pas comment répondre à cette question. Mais je pense que si certains pensent qu'en donnant de l'argent, en soutenant notre organisation ou une autre, ou tel État, on se donne bonne conscience et puis c'est ça, comme ça on a fait le nécessaire. Non. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de cet argent-là. Il ne faut surtout pas développer cette idée qui est malheureusement un peu trop tard. Beaucoup de gens comptent sur cet argent-là. Moi, ça m'intéresse plus de savoir que le Canada ou les autres États du Nord travaillent pour réduire la dépendance alimentaire des pays du Sud, travaillent pour un meilleur accès aux ressources, travaillent pour supprimer les produits chimiques dans l'agriculture. Parce que les pays du Sud, en grande partie, on exporte des fruits, on exporte de la salade, on exporte des choses au détriment de la production alimentaire directe. Si les pays du Nord exigeaient, si j'ai un petit exemple bête, si les pays du Nord exigeaient 0 produit chimique dans les produits qu'ils veulent acheter des pays du Sud, on changera les choses. Si les Canadiens s'adressent aux Tunisiens en disant « Nous, on veut bien vous acheter vos fraises, mais 0 produit chimique là-dedans. 0 tolérance. » Ils savent le faire au Canada, il y a 0 d'alcool au volant. On sait le faire, ça. Donc, ils peuvent 0 produits chimiques dans les produits alimentaires, les produits consommables. Et puis, vous allez voir que les Tunisiens vont se mettre à 0 produits chimiques pour produire des fraises qu'ils veulent exporter au Canada. Je ne favorise pas, je ne suis pas pour les... On doit exporter. Ben, ça, c'est quelque chose que les Canadiens peuvent faire. Alors, c'est vraiment la transformation du système et des lois et des politiques qui vont pouvoir changer ces structures qui maintient la pauvreté et la richesse des pays. Absolument, absolument, parce qu'il y a quelque chose qui relève des systèmes naturels globaux. Il y a toujours eu des changements climatiques, on ne va pas inverser l'histoire de la planète. Il y a toujours eu des périodes de glaciation, des périodes de forêts beaucoup plus larges. Le problème, c'est l'accélération. Le changement climatique qui a lieu aujourd'hui, c'est à une vitesse que l'humanité, que la planète n'a jamais connue. C'est ça le problème. C'est en 10-15 ans, il y a des choses qu'on pouvait produire encore il y a encore 15 ans, ici, par exemple, n'importe où, et qu'on ne peut plus produire aujourd'hui, et c'est le changement climatique. C'est ça ce qui est absolument catastrophique, parce que une voiture qui ne roule pas très vite, qui avance quand même, qui ne roule pas très vite, 2 personnes peuvent l'arrêter. Un vélo qui roule très très vite, vous ne pourrez pas l'arrêter. Et moi non plus. C'est ça c'est là-dessus qu'il faut jouer, c'est évident. Merci beaucoup, Habib, pour votre témoignage, vos perspectives, les nuances dans votre analyse. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi. Once again, we thank you all Une for fois de plus, nous vous remercions de votre présence. Nous allons afficher ce vidéo comme partie de l'ensemble de cette soirée, de même que nous allons regarder la possibilité de voir d'autres dans l'avenir. Alors, on va remercier nos participants et aussi de leur contribution. Merci une fois de plus pour votre participation sur cette extra demi-heure supplémentaire. Bonne nuit à tout le monde.
On vous verra la semaine prochaine.